Dans son attitude, il y avait une telle gravité, un tel désespoir, que je m'arrêtai devant la porte ne sachant plus que faire. « Je te croirai à une condition, et à une seule condition, lui dis-je enfin. C'est qu'à partir de maintenant, il n'y ait plus de mystère. Tu as le droit de garder un secret qui t'appartient, mais il faut que tu me promettes que tu ne feras plus de visites nocturnes et que tu ne me cacheras plus rien désormais. » « J'étais sûr que tu aurais confiance en moi, s'écria-t-elle en poussant un grand soupir de soulagement. « Ce sera comme tu le veux. Retournons. Oh, retournons chez nous. » Elle me tirait par la manche. Nous nous éloignâmes de la villa. Tout de même, je me retournai pour regarder, et voilà que je revis la figure jaune, livide, à la fenêtre d'en haut. Quel lien pouvait-il exister entre ma femme et cette créature, ou avec la mégère hargneuse que j'avais vue la veille? C'était une énigme peu ordinaire, mais je savais que tant que je ne l'aurais pas résolue, je ne pourrais jamais retrouver la tranquillité de mon esprit. Les 2 jours qui suivirent cette scène, je demeurai chez moi. Et ma femme parut exécuter loyalement l'engagement qu'elle avait pris, car, à ma connaissance du moins, elle ne sortit pas de la maison. Le 3e jour, cependant, j'eus la preuve évidente que sa promesse solennelle ne suffisait pas à la soustraire à cette influence mystérieuse qui l'éloignait de son mari et de son devoir. J'étais allé en ville ce jour-là, mais je revins par le train de 2h40 au lieu de prendre, comme à l'accoutumée, le train de 3h36. Quand j'entrai chez moi, la bonne accourut dans le vestibule avec un air effaré. « Où est votre maîtresse ?» demandai-je. « Je crois qu'elle est sortie pour se promener, » répondit-elle. Immédiatement, le soupçon se réinstalla dans mon esprit. Je me précipitai en haut pour avoir la confirmation qu'elle n'était pas dans la maison. Je ne sais pourquoi, je regardai dehors par l'une des fenêtres de l'étage, et je vis la domestique à laquelle je venais de parler courir à travers le champ en direction de la villa. Alors, bien sûr, je compris ce que cela signifiait. Ma femme était allée là-bas, et elle avait prié la bonne de venir la chercher si je rentrais plus tôt. Vibrant de colère, je me ruai à mon tour dans le champ. J'étais décidé à en terminer avec ce mystère. J'aperçus ma femme et la bonne qui se hâtaient par le petit chemin, mais je ne m'arrêtai pas pour leur parler. Dans la villa se dissimulait ce secret qui assombrissait ma vie. Je me jurais que, quoi qu'il advînt, ce secret serait percé au jour. Quand j'arrivai, je ne frappais même pas. Je tournai le loquet et je me précipitai dans le corridor. Au rez-de-chaussée, tout était calme et tranquille. Dans la cuisine, une bouilloire chantait sur le feu, un gros chat noir était couché en rond dans un panier. Il n'y avait aucune trace de la mégère. Je courus dans l'autre pièce. Elle était vide. Je gravis 4 à 4 l'escalier, mais seulement pour trouver tout en haut 2 autres pièces inoccupées. Il n'y avait personne dans toute la maison. Le mobilier et les tableaux étaient d'un goût résolument vulgaire. Sauf dans la chambre à la fenêtre de laquelle j'avais vu l'apparition. C'était une pièce confortable, élégante, et tous mes soupçons s'embrasèrent quand je vis sur la cheminée une photographie en pied de ma femme. Cette photographie, je l'avais prise moi-même 3 mois plus tôt. Je restai assez longtemps pour être certain que la maison était absolument vide. Puis je la quittai avec sur le cœur un poids épouvantable. Quand je rentrai chez moi, ma femme sortit dans le vestibule, mais j'étais trop peiné, trop en colère aussi pour lui parler. Je ne m'arrêtai pas et je me dirigeai vers mon bureau. Elle me suivit et entra avant que j'eusse pu refermer la porte. « Je regrette de ne pas avoir respecté ma parole, Jack, me dit-elle. Mais si tu savais tout, je suis sûr que tu me pardonnerais. »« Alors dis-moi tout !»« Je ne peux pas, Jack, je ne peux pas. Jusqu'à ce que tu me dises qui a habité cette ville-là et à qui tu as remis ta photographie, il n'y aura jamais plus de confiance possible entre nous. » Je la repoussai et je sortis. Cela se passait hier, monsieur Holmes, et je ne l'ai pas revu depuis, et je ne sais rien de plus. C'est le premier nuage qui assombrit notre union. Il a fait irruption si brusquement que je ne sais pas comment agir pour le mieux. Ce matin, j'ai pensé que vous étiez tout à fait l'homme qui pouvait me conseiller. Aussi ai-je couru vers vous. Je me place sans restriction aucune entre vos mains. S'il y a quelques points que je n'ai pas su rendre clairs, questionnez-moi, mais par-dessus tout, dites-moi vite ce que je dois faire, car ce malheur est trop lourd pour moi. Holmes et moi, nous avions écouté avec le plus vif intérêt cette extraordinaire déclaration qui nous avait été faite sur le mode saccadé, haché, d'un homme en proie à une émotion extrême. Mon compagnon demeura silencieux quelques instants. Il avait le menton appuyé sur une main. Il pensait.
Dites-moi, murmura-t-il enfin. Pourriez-vous me jurer que la figure que vous avez vue à la fenêtre était une figure d'homme? Les 2 fois où je l'ai vue, j'étais à quelque distance. Il m'est impossible de le préciser. Et toutefois, cette figure vous a frappé d'une façon déplaisante. Elle semblait d'une couleur anormale. Et ses traits avaient une fixité bizarre. Quand je me suis approché, elle a disparu dans une secousse. Il y a combien de temps que votre femme vous a demandé 100 livres? Presque 2 mois. Avez-vous vu une photographie de son premier mari? Non. Très peu de temps après sa mort, un grand incendie éclata à Atlanta. Tous ses papiers furent détruits. Et pourtant, elle avait un certificat de décès. Vous me dites que vous l'avez vu. Oui, c'était un duplicata qu'elle s'était fait établir après l'incendie. Avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui l'eût connue en Amérique? Non. A-t-elle déjà parlé d'une envie qu'elle aurait de revisiter l'Amérique? Non. Reçoit-elle des lettres d'Amérique? Pas à ma connaissance. Merci. J'aimerais bien réfléchir un peu à cette affaire. Si la villa est en permanence inoccupée, nous aurons évidemment quelques complications à vaincre. Si au contraire, comme je le crois, les locataires ont été avertis de votre arrivée et sont partis avant votre entrée dans la maison, alors elle doit être maintenant de retour, et la solution du problème est sans doute à notre portée. Permettez-moi de vous donner un conseil. Retournez à Norbury et examinez encore une fois les fenêtres. Si vous avez quelques raisons de supposer qu'elle est habitée, ne forcez pas la porte, mais envoyez-nous un télégramme. 1 heure après l'avoir reçu, nous vous aurons rejoint et en très peu de temps, nous aurons vidé l'affaire jusqu'au fond. Et si la maison est encore vide? En ce cas, je viendrai demain et nous parlerons de tout ça. Bonsoir. Surtout, ne vous rongez pas le cœur avant de savoir que réellement vous avez une bonne raison pour cela. Quand mon compagnon revint après avoir reconduit M. Grant Munro, il me dit: Je crains que l'affaire ne soit pas très jolie, Watson. Hein? Qu'en pensez-vous? Elle rend un vilain son, répondis-je. Oui, mais il y a du chantage là-dedans où je me trompe beaucoup. Et qui serait le maître chanteur? Eh bien, sans doute cette créature qui habite la seule chambre confortable de l'endroit et qui a sur la cheminée la photographie de la dame. À parole, Watson, c'est très attirant, cette apparition de cette figure livide à la fenêtre. Pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer cette affaire. Vous avez une théorie? Oui, une théorie provisoire. Mais je serais bien surpris si elle ne s'avérait pas exacte. Le premier mari de cette femme est dans la villa. Pourquoi croyez-vous cela? Comment expliquer autrement son angoisse frénétique lorsque son 2e mari voulait entrer? Les faits, tels que je les reconstitue, doivent ressembler à ceci. Cette femme s'est mariée en Amérique. Son mari a révélé un jour quelques particularités haïssables, ou dirons-nous, il a contracté une maladie maudite, et est devenu un lépreux ou un idiot. Elle s'est enfuie, a réintégré l'Angleterre, changé de nom et redémarré dans la vie toute neuve. Du moins, elle le croyait. Elle était mariée depuis 3 ans, elle pensait que sa situation était sûre, elle avait dû montrer à son mari le certificat de décès d'un homme dont elle avait falsifié le nom. Et puis voilà, que son domicile est découvert par son premier mari. Ou, nous pouvons le supposer, par une femme que les scrupules n'embarrassent pas et qui s'est liée à l'invalide. Ils écrivent à Madame Grant Munro et la menacent de venir et de la démasquer. Elle demande à son mari 100 livres et s'efforce d'acheter leur silence. En dépit des 100 livres, ils arrivent. Et quand le mari lui annonce par hasard que des nouveaux venus occupent la villa voisine, elle sait déjà que ce sont ses persécuteurs. Elle attend que son mari soit endormi, puis elle se précipite pour essayer de les convaincre de la laisser en paix. Comme elle n'obtient pas gain de cause, elle y retourne le lendemain matin, et son mari la surprend au moment où elle en sort. Elle lui promet alors de ne plus y aller. Mais 2 jours plus tard, l'espoir de se débarrasser de ses terribles voisins est trop fort pour elle, et elle se livre à une nouvelle tentative en apportant une photographie qui lui a sans doute été demandée. En plein milieu de la discussion, la bonne accourt pour annoncer le retour de son maître, sur quoi la femme, sachant qu'il se rendait tout droit à la villa, fait sortir ses interlocuteurs par la porte de derrière, et les conduit sans doute à ce bois de pin qui nous a été indiqué comme tout proche. Ainsi, il trouve la maison déserte. Je serais bien surpris cependant si elle était aussi tranquille quand il rentrera ce soir. Que pensez-vous de ma théorie? Ce sont des hypothèses, sans plus. Des hypothèses qui au moins collent avec les faits.
Quand de nouveaux faits seront apportés à notre connaissance et que ma théorie ne collera plus, alors il sera assez tôt pour la reconsidérer. Pour l'instant, nous n'avons rien à faire d'autre que d'attendre un message de notre ami de Norbury. Nous n'eûmes pas longtemps à attendre. Il arriva juste quand nous finissions notre thé. La villa est toujours habitée, et vu la figure à la fenêtre, je serai au train de 7 heures, ne prendrai aucune décision avant votre arrivée. Tel était le message de M. Grant Munro. Il nous guettait sur le quai à notre descente de wagon. Les lampes de la gare nous permirent de constater qu'il était très pâle et qu'il frémissait d'une agitation difficilement contenue. Ils sont encore là, monsieur Holmes, murmura-t-il en posant une main sur la manche de mon ami. J'ai vu des lumières dans la villa quand je suis descendu. Nous allons régler tout maintenant, une fois pour toutes. Et quel est votre plan? Demanda Holmes, tandis que nous nous engagions dans la sombre route bordée d'arbres. Je vais pénétrer dans la maison par n'importe quel moyen. De force, sans doute. Je verrai par moi-même qui habite là. Je voudrais que tous les deux vous me serviez de témoins. Vous y êtes absolument déterminé, en dépit de l'avertissement de votre femme? Rappelez-vous, elle vous a dit qu'il valait mieux que vous ne sondiez pas ce mystère. Oui, j'y suis absolument déterminé. Ma foi, je pense que vous avez raison. N'importe quelle certitude est préférable au doute torturant. Nous ferions mieux de monter tout de suite. Certes, légalement, nous nous mettons dans un mauvais cas, mais la cause en vaut la peine. La nuit était très sombre et une petite pluie commença à tomber quand nous quittâmes la grande route pour tourner dans un petit chemin creux aux ornières profondes. M. Grant Munro marchait très vite. En trébuchant, nous le suivions du mieux que nous le pouvions. Voilà les lumières de ma maison, murmura-t-il en désignant une lueur parmi les arbres. Et voici la villa que je vais forcer. Après un coude du petit chemin, la villa se dressa tout près de nous. Une raie jaune qui tombait sur le premier plan obscur montrait que la porte n'était pas complètement fermée. À l'étage supérieur, une fenêtre était largement éclairée. Pendant que nous regardions, une tache noire se déplaça derrière le store. « C'est la mégère !» s'écria Grant Munro. « Vous voyez bien qu'il y a quelqu'un ici. Suivez-moi, et nous aurons bientôt le fin mot de tout. » Nous nous approchâmes de la porte, mais tout à coup une femme sortit de l'ombre et se plaça dans le rayon doré de la lampe. Comme elle était à contre-jour, je ne pouvais pas voir son visage, mais elle étendait ses bras dans une attitude de supplication. Pour l'amour de Dieu, Jacques. Non, j'avais le pressentiment que tu viendrais ce soir. N'entre pas, mon chéri. Fais-moi confiance. Oh, je te jure que tu n'auras jamais à le regretter. Trop longtemps je t'ai fait confiance, Effie. Laisse-moi passer. Il faut que je passe. Mes amis et moi, nous allons éclaircir cette affaire et la régler une fois pour toutes. Il la poussa de côté, nous le suivîmes. Il ouvrit la porte. Une femme d'un certain âge accourut, voulut lui barrer le passage, mais il la bouscula et nous grimpâmes l'escalier. Grant Munro se précipita dans la pièce éclairée du haut. Nous entrâmes sur ses talons. C'était une chambre confortable, bien meublée, avec 2 bougies qui brûlaient sur la table et 2 autres sur la cheminée. Dans un coin, penché au-dessus d'un pupitre, il y avait ce qui ressemblait à une petite fille. Elle nous tournait le dos quand nous entrâmes, mais nous constatâmes qu'elle portait une robe rouge et de longs gants blancs. Quand brusquement elle nous fit face, je ne pus réprimer un cri de surprise et d'horreur. Sa figure était d'une affreuse teinte livide, avec des traits parfaitement dépourvus de toute expression. Une seconde plus tard, le mystère fut expliqué. Holmes, en riant, passa une main derrière l'oreille de l'enfant, un masque tomba de sa figure, et nous nous trouvâmes en face d'une petite négresse noire comme du charbon, qui riait de toutes ses dents blanches devant notre stupéfaction. En sympathie avec sa joie, je me mis à rire moi aussi, mais Grant Munro, une main sur la gorge, cria « Mon Dieu! Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» Je vais te l'expliquer. Madame Grant Munro entra dans la chambre. Elle avait un fier visage, tragiquement beau. Tu m'as obligé, alors que je ne voulais pas tout te dire. À présent, il faudra que toi et moi nous nous accommodions de la vérité. Mon mari est mort à Atlanta. Mon enfant a survécu. Ton enfant? Elle tira de son corsage un médaillon en argent. Tu n'as jamais vu ce médaillon vert? Je croyais qu'il ne s'ouvrait pas. Elle toucha un ressort, la face du dessus se leva. Alors apparut le portrait d'un homme d'une beauté et d'une intelligence frappantes, mais qui portait sur ses traits les signes formels d'une ascendance africaine. C'est John Ephron, d'Atlanta. Fit la femme de Grant Munro.
et il n'y a jamais eu plus noble cœur sur la terre. J'avais rompu avec ma race pour l'épouser. Tant que nous avons vécu ensemble, je ne l'ai pas une fois regretté. Notre malheur a été que notre unique enfant ait tiré davantage de lui que de moi. Cela arrive souvent dans de telles unions, et ma petite Lucie est beaucoup plus noire que son père. Mais, noire ou blanche, n'importe. Elle est ma petite fille chérie. Elle sera l'enfant gâté de sa mère. La fillette, à ces mots, s'élança pour aller se pelotonner dans les jupes de Madame Grant Munro, qui reprit. Je ne l'ai laissée en Amérique que parce que sa santé était fragile, et parce que tout changement lui aurait fait du mal. Je l'ai confiée aux soins d'une fidèle Écossaise qui avait été notre servante. Pas un instant je n'ai songé à la renier. Mais, quand la chance t'a placé sur mon chemin, Jacques, et quand j'ai appris à t'aimer, j'ai eu peur de te parler de cet enfant. Que Dieu me pardonne. Je craignais de te perdre. Je n'avais pas le courage de tout te dire. Devant choisir entre vous deux, dans ma faiblesse de femme, je me suis détournée de ma petite fille. Pendant 3 ans, je t'ai caché son existence. Mais la nourrice me donnait de ses nouvelles, et je savais ainsi qu'elle était complètement rétablie. Finalement, il me vint un désir insurmontable de revoir l'enfant. Je luttais, me débattis en vain. J'avais beau supputer tous les dangers, je résolus de l'avoir près de moi, ne fût-ce que pour quelques semaines. J'envoyai 100 livres à la nourrice, et je lui fis parvenir toutes les indications quant à cette ville-là. De la sorte, elle pouvait être notre voisine, sans qu'il y eût apparemment le moindre lien entre nous. Je poussai mes précautions jusqu'à lui commander de garder l'enfant à la maison pendant le jour, et de la munir d'un masque et de gants, pour que les flâneurs susceptibles de la voir à la fenêtre ne bavardent point au sujet d'une enfant noire dans le pays. Peut-être aurais-je été mieux inspirée de prendre moins de précautions. Mais j'étais folle de peur que tu n'apprisses la vérité. C'est toi qui m'as dit le premier que la villa était occupée. J'aurais sans doute dû attendre le matin, mais je ne pouvais pas dormir tant cette nouvelle m'avait énervée. Aussi me glissai-je dehors, persuadée que tu dormais. Seulement tu m'avais vu sortir. Et ce fut là le début de mes chagrins. Le lendemain, mon secret était à ta discrétion, mais noblement tu te contins pour ne pas poursuivre ton avantage. 3 jours plus tard, toutefois, la nourrice et l'enfant eurent juste le temps de fuir par la porte de derrière, tandis que tu entrais par la porte de devant. Et maintenant ce soir, tu sais tout. Et je te le demande, Jack, que va-t-il advenir de mon enfant et de moi? Elle se tordit les mains en attendant une réponse. Il ne s'écoula pas moins de 2 minutes avant que Grant Munro ne rompit le silence. Et quand il formula sa réponse, elle était du genre de celle dont j'aime à me souvenir. Il prit la petite fille, la leva à bout de bras, l'embrassa, et puis tout en continuant à la porter, il tendit à sa femme son autre main et se dirigea vers la porte. Nous pourrons en discuter chez nous beaucoup plus confortablement. Je ne suis pas un homme parfait, Effie, mais je crois que je suis meilleur que tu ne l'avais cru. Holmes et moi, nous les suivîmes dans le petit chemin creux. Mon ami me tira par la manche. Je pense que nous serons plus utiles à Londres qu'à Norbury. Il ne me souffla plus mot de l'affaire avant que, tard dans la nuit, au moment où il allait pénétrer dans sa chambre, il ne se retourna pour me dire « Watson, si jamais vous avez l'impression que je me fie un peu trop à mes facultés, ou que j'accorde à une affaire moins d'intérêt qu'elle ne le mérite, alors ayez la bonté de me chuchoter à l'oreille Norbury. Je vous en serai toujours infiniment reconnaissant. » L'employé de l'agent de change. Peu de temps après mon mariage, j'avais acheté une clientèle dans le quartier de Paddington. Le vieux monsieur Farquhar, qui me l'avait cédé, avait été autrefois un excellent praticien de médecine générale.
Mais son âge, compliqué d'un mal qui ressemblait à la danse de Saint-Guy, avait éloigné les patients de son cabinet. Rien d'anormal, n'est-ce pas, à ce que le public parte du principe que l'homme qui fait profession de soigner autrui doit être lui-même en bonne santé. Beaucoup de gens se méfient du médecin dont les remèdes sont inefficaces pour son propre cas. Au fur et à mesure que déclinait mon prédécesseur, sa clientèle tombait. Quand je pris sa succession, elle était descendue de 1200 consultations annuelles à 300. Toutefois, j'étais jeune, plein d'énergie, et j'avais confiance. Quelques années, j'en étais sûr, me suffiraient pour remonter la pente. Au cours des 3 mois qui suivirent mon installation, je ne bougeais de chez moi que pour visiter mes malades. Je vis donc rarement mon ami Sherlock Holmes, qui ne se déplaçait presque jamais en dehors de ses affaires, puisque de mon côté j'étais trop occupé pour me rendre dans Baker Street. Aussi fus-je surpris, certains matins de juin, lorsque, assis en train de lire la Gazette médicale anglaise, après mon petit déjeuner, j'entendis la sonnette bientôt suivie de la voix aiguë, presque stridente, de mon vieux camarade. « Ah, mon cher Watson !» s'écria-t-il en pénétrant dans le salon. « Je suis ravi de vous voir. J'espère que Madame Watson est tout à fait remise des petites émotions que nous avons connues lors de notre aventure du signe des 4. »« Merci. Tous deux, nous allons très bien, » répondis-je en lui serrant chaleureusement la main. Et j'espère aussi, reprit-il en s'asseyant dans le rocking chair, que les soucis de l'exercice de la médecine n'ont pas entièrement détruit l'intérêt que vous portiez à nos petits problèmes de logique. Au contraire, répondis-je. Hier soir encore, je me suis plongé dans mes vieilles notes pour classer quelques-uns de nos résultats. Ah, considéreriez-vous votre collection comme terminée, achevée, complète? Pas du tout, je ne souhaiterais rien de mieux que de l'enrichir d'expériences nouvelles. Aujourd'hui, par exemple? Oui, aujourd'hui, si cela vous plaît. Et aussi loin qu'à Birmingham? Certainement, si vous le désirez. Et la clientèle? J'assure celle de mon voisin quand il s'en va. Il est toujours prêt à quitter ses dettes. Ah, mais voilà qui est parfait, s'exclama Holmes en se laissant aller dans son fauteuil et en me regardant attentivement à l'abri de ses paupières à demi closes. Je m'aperçois que ces derniers temps, votre santé n'a pas été brillante. Les rhumes de l'été sont toujours assez fatigants. J'ai dû rester à la chambre 3 jours la semaine dernière à cause d'un coup de froid. Mais je croyais que je n'en arborais aucune trace. En effet, vous paraissez remarquablement en forme. Ah, comment alors avez-vous su que j'avais été souffrant? Vous connaissez mes méthodes, cher ami. Vous l'avez déduit. Exactement. Et de quoi? De vos pantoufles. Je considérais les pantoufles vernis neufs que je portais. Comment diable? Holmes répondit à ma question avant que j'eusse eu le temps de la formuler. Vos pantoufles sont neuves. Il ne peut pas y avoir plus de quelques semaines que vous les avez. Or, les semelles que vous présentez en ce moment à ma vue sont légèrement roussies. Un instant, j'ai pensé que vous aviez pu les mouiller, puis les roussir en les séchant. Mais près de la cambrure, je vois un petit disque rouge de papier avec les hiéroglyphes du marchand. L'humidité l'aurait naturellement décollé. Vous vous êtes donc assis les pieds au feu, ce qu'un homme en parfaite santé n'aurait pas fait, même par un mois de juin aussi pluvieux que celui dont nous sommes gratifiés. Les raisonnements de Holmes avaient ceci de particulier. Une fois l'explication fournie, la chose était la simplicité même. Il lut ce sentiment sur mon visage. Son sourire se nuança d'amertume. J'ai l'impression que je me déprécie quand j'explique, dit-il. Des résultats sans cause sont beaucoup plus impressionnants. Alors, êtes-vous prêt à partir pour Birmingham? Bien sûr. De quelle affaire s'agit-il? Vous la raconterez dans le train. Mon client est dehors dans une voiture. Pouvez-vous venir tout de suite? 1 minute et je suis à vous. Je griffonnai un billet pour mon voisin, montai 4 à 4 afin d'avertir ma femme et rejoignis Holmes sur le pas de ma porte. Votre voisin est médecin? Me demanda-t-il en me désignant la plaque de cuivre. Oui, il a acheté une clientèle comme moi. Ah, une clientèle établie depuis longtemps? Comme la mienne. Toutes deux existaient depuis que les maisons ont été construites. Dans ce cas, vous vous êtes assuré de la meilleure des deux? Je pense que oui. Mais comment le savez-vous? Par les marches, mon cher. Les vôtres sont 3 fois plus usées que les siennes. Mais voici dans cette voiture mon client, Monsieur Hall Pycroft. Permettez-moi de vous présenter à lui. Fouettez votre cheval, cocher, car nous avons juste le temps d'arriver à la gare pour prendre le train. L'homme en face de qui je m'assis était jeune, bien bâti, avec un teint clair, un visage ouvert et honnête, et une petite moustache blonde frisée.
Il portait un haut de forme, fort brillant, un costume noir, sobre et élégant, bref, ce qu'il fallait pour lui donner l'apparence de ce qu'il était. Un jeune familier de la City appartenant à cette classe que l'on a baptisée Cockneys, mais qui a fourni l'élite de nos régiments de volontaires, de nos sportifs et de nos athlètes. Sa figure ronde, rougeaude, respirait naturellement la bonne humeur, mais les coins de sa bouche s'étaient affaissés sous l'effet d'une détresse qui ne me parut pas exempte de comique. Il me fallut attendre cependant que nous fussions installés dans notre compartiment de première classe et que notre train eût démarré dans la direction de Birmingham pour apprendre la nature de l'ennui qui l'avait conduit chez Sherlock Holmes. Nous avons 70 minutes devant nous. Je vous demande, monsieur Hall Pycroft, de bien vouloir faire part à mon ami de votre très intéressante aventure, exactement comme vous m'en avez fait part à moi-même, avec quelques détails supplémentaires, si possible. Ça me sera utile d'entendre à nouveau la succession des faits. Il s'agit d'un cas, Watson, peut-être parfaitement creux, mais qui du moins présente ces caractéristiques sortant de l'ordinaire qui vous sont aussi chères qu'à moi. Maintenant, monsieur Pycroft, je ne vous interromprai plus. Notre jeune compagnon me regarda avec une lueur de malice dans les yeux. Le pire dans cette histoire, c'est que j'ai l'air du plus fieffé des idiots. Évidemment, rien n'est encore catastrophique, et d'ailleurs, je ne vois pas comment j'aurais pu agir autrement. Mais si j'ai perdu ma place sans compensation, alors je paierai cher pour le doux crétin que j'aurais été. Je ne suis pas très fort pour raconter des histoires, Dr. Watson, mais il faut me prendre comme je suis. Je travaillais chez Coxon & Woodhouse, à Draper's Garden. Mais au début du printemps, ils eurent un coup dur avec l'emprunt vénézuélien, comme vous vous rappelez sans doute, et ce fut une méchante faillite. J'étais resté chez eux 5 ans. Le vieux Coxon me délivra un fameux certificat quand survint le krach. Mais nous, les employés, au nombre de 27, nous fûmes tous sur le pavé. Je frappais à plusieurs portes, mais il y avait beaucoup d'autres types dans mon cas, et j'essuyais partout un fiasco complet. Chez Coxon, on me payait 3 livres par semaine. J'en avais économisé environ 70, mais je commençais à en voir la fin. J'étais quasiment à sec. C'est tout juste si je pouvais acheter des timbres pour écrire aux petites annonces et des enveloppes pour y coller mes timbres. J'avais troué mes semelles à force de monter les escaliers des bureaux. Toujours rien en vue. Finalement, je sus qu'il y avait une place libre chez Mawson & Williams, le grand agent de change de Lombard Street. Les histoires de bourse, ça n'est peut-être pas votre rayon, mais je peux vous garantir que Mawson & Williams compte parmi les maisons très prospères de Londres. À l'annonce qui avait paru, il fallait répondre par lettre. J'ai envoyé mon certificat et mon curriculum vitae, mais sans grand espoir. Par retour du courrier, je reçus une réponse m'informant que si je me présentais le lundi suivant, je pourrais immédiatement entrer en fonction, à condition que mon aspect extérieur fût satisfaisant. Personne ne sait comme ces choses-là se décident. Il y en a qui affirment que le directeur se contente de plonger sa main dans le tas et de prendre le premier nom qui sort. En tout cas, le mien était sorti. Rien ne pouvait me faire davantage plaisir. Pour appointement de début, on me proposait 1 livre de plus par semaine que chez Coxon, avec des fonctions à peu près analogues. Et maintenant, j'en viens à la partie bizarre de mon histoire.